À l'approche des élections, les élus doivent redoubler de prudence. Tout message institutionnel peut être scruté, contesté, voire sanctionné. Alors, que peut-on dire et que doit-on éviter? On fait le point avec mon invitée, Karine Goulet-Nissen, avocate fondatrice de Ban Public. Karine Goulet-Nissen, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on rentre en période préélectorale avant les élections municipales et la question de la communication est fondamentale. Alors, pour bien comprendre, d'abord, je vous propose de poser le cadre. Alors, quel est le cadre juridique? Alors, nous y sommes même déjà dans cette période préélectorale puisqu'elle a commencé depuis le 1er septembre. Donc, c'est un article du Code électoral, l'article L52-1 du alinéa 2 qui prévoit que, à compter du premier jour du 6e mois qui précède le scrutin, toutes les actions de communication qui valorisent la gestion de la collectivité sont prohibées. Voilà, donc ça, c'est le cadre posé par le Code électoral. Et ensuite, la jurisprudence administrative, assez pléthorique, est venue préciser ces conditions. Et le juge administratif a défini un certain nombre de critères pour déterminer si cette action de communication était légale ou non. Et donc, 4 critères ont été définis. Le critère de l'antériorité, savoir si cette communication existait déjà avant la période électorale. Et donc, dans ces cas-là, la communication peut continuer à exister. D'accord. Si la communication est régulière, pareil, la périodicité, par exemple, de votre bulletin municipal, donc ça va être pris en compte par le juge administratif. Vous avez également donc le troisième critère, qui est le critère de l'identité. Donc, c'est, on va dire, ce qui représente la communication en général de votre collectivité. Par exemple, vous savez que vous allez parfois trouver telles informations sur la page Facebook, d'autres sur le site Internet, d'autres dans le bulletin municipal. Ben voilà, c'est cette identité qui doit rester la même pendant la période électorale. Et quatrième critère? Voilà, le plus important qui est la neutralité. Alors là, on va revenir justement sur ce critère de la neutralité parce que Oui. c'est pas évident à appréhender. Concrètement, qu'est-ce qu'une communication neutre et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, d'abord, il faut savoir qu'une petite phrase peut parfois juste paraître sans ambiguïté, mais elle peut avoir de grandes conséquences. Donc, il faut évidemment être très attentif à ça. Et alors, une communication neutre, ça veut dire que la collectivité doit rester factuelle et informationnelle. Donc, elle doit respecter cette communication et ne pas valoriser l'action d'un élu qui est candidat au prochain scrutin. Et Ça veut dire qu'il ne faut pas viser, par exemple, un adversaire. alors, par exemple, ne pas viser un adversaire ou tout simplement ne pas valoriser le candidat lui-même dans son action. Alors, je vais donner quelques exemples pour être plus concrète. Par exemple, lorsque vous avez une inauguration, parce que les inaugurations continuent pendant la période électorale, il ne faudra pas dire grâce à l'action de la municipalité, nous sommes heureux de vous faire découvrir ce nouvel ouvrage. Ou alors, lorsque vous communiquez dans votre bulletin municipal, par exemple, sur l'ouverture d'une crèche, vous devrez, dans ces cas-là, par exemple, présenter le nombre de berceaux, l'équipe qui va travailler dans la crèche, mais aussi les informations pour les parents, pour qu'ils puissent s'inscrire. Mais nous ne devrons pas dire, par exemple, que le maire, encore une fois, comme il s'était engagé lors de son mandat, a ouvert une nouvelle Il faut crèche être dans mesuré ce dans les quartier. propos et ne pas faire référence à l'action du maire ou de l'équipe municipale, c'est ça? Exactement. Donc, il faut vraiment rester neutre dans cette communication. Alors, je voudrais la distinguer quand même de la communication du candidat, puisque le candidat lui-même reste libre de communiquer et de faire son propre bilan, d'ailleurs, de ce qu'il a fait quand il était maire, si le maire, bien sûr, est candidat à sa réélection. Donc ça, c'est important, puisque, en fait, c'est la communication institutionnelle versus la communication du candidat. On n'utilise pas les moyens de la collectivité pour communiquer dans le cadre d'une campagne électorale. Voilà. Alors, je précise aussi que l'Association des maires de France a beaucoup communiqué sur ce Et elle sujet. dit Donc, quoi alors?
ce que je viens de vous dire, mais en donnant des exemples assez précis pour que les communes puissent pouvoir identifier là où sont les leviers. Alors, ça pose quand même beaucoup de questions et on est là pour ça aussi, les avocats. Mais donc, elle avait fait organiser des tables rondes, d'ailleurs, auxquelles j'ai participé, qui sont toujours visibles sur le site de l'AMF. Voilà. D'accord, donc ça peut compléter utilement vos propos. Exactement. On va s'intéresser maintenant aux outils de communication. Concrètement, quels sont les outils de communication de manière institutionnelle? Alors d'abord, je voudrais dire que les services ne s'arrêtent pas de travailler depuis le 1er septembre. Donc ils continuent à travailler et donc à communiquer. Et d'ailleurs, c'est aussi le rôle d'une collectivité de toujours communiquer sur ses actions, puisque voilà, vous avez la bibliothèque qui continue de fonctionner. Je donnais l'exemple des crèches tout à l'heure. Voilà, vous avez un devoir d'information de vos administrés sur des horaires qui vont être modifiés, sur l'accès aux scolaires. Enfin voilà, il y a tout un tas de questions. Évidemment, le service communication continue de fonctionner. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, donc tous les supports restent donc en place. Donc, mais ces supports ne doivent pas être modifiés. Donc, vous pouvez avoir le bulletin municipal, les réseaux sociaux, le site internet, mais aussi les inaugurations, les poses de première pierre. Tout ça continue à Pas de exister. modification, ça veut dire que ça doit rester en l'état et on ne doit pas faire une refonte du bulletin municipal ou d'autres outils, du site, de la page Facebook, etc. C'est Vous ça? avez tout à fait raison, c'est exactement ça. On ne fait pas de modification du format de l'outil de communication dont dispose la collectivité. Alors, je vais vous donner un exemple aussi. La semaine dernière, j'ai eu le cas d'une commune qui a un chantier, là, en ce moment, dans son cœur de ville, puisque elle refait son cœur de ville. Et donc, vous avez eu des marchés de travaux qui ont été lancés, des prestataires qui commencent à travailler. Donc là, ces dernières semaines, vous avez eu, en fait, le chantier a énormément bougé. Et donc, il a fallu, en fait, ceinturer le chantier avec des palissades pour le sécuriser, notamment. Et donc, évidemment, la commune doit informer aussi ses administrés sur l'objet de ce chantier. Donc, sur les palissades, elle a mis en place une communication. Si cette communication reste neutre, c'est-à-dire voilà quel est l'objet du chantier, le calendrier, les objectifs, tout ça reste légal. C'est seulement, encore une fois, qu'il ne faut pas valoriser l'action municipale dans le cadre de cette communication et susceptible de valoriser un candidat, évidemment, pour les futures élections. Donc là, je mets des warnings vraiment sur ce point-là. Alors, oui, oui, pardon. on va s'intéresser aux risques, justement, si on n'est pas dans le cadre, Oui. si on sort du cadre que vous avez exposé, qu'est-ce qu'on risque? Alors, qu'est-ce qu'on risque? 3 choses. La première, c'est vous avez des sanctions pénales qui sont prévues par le code électoral, donc qui peuvent quand même aller jusqu'à 75 000 € d'amende et puis voire des peines plus lourdes. Donc, c'est évidemment à prendre en compte. La deuxième, c'est la réintégration des dépenses illégales dans les comptes de campagne. Par exemple, si vous avez des pages dans votre bulletin municipal qui peuvent être considérées comme une communication illégale, dans ces cas-là, le juge va demander à ce que le coût de cette page soit réintégré dans les comptes de campagne. Alors, je précise que ça s'applique que pour les communes de plus de 9 000 habitants, puisque pour les communes de moins de 9 000 habitants, il n'y a pas de compte de campagne. En revanche, le troisième risque, qui est aussi à prendre en compte, c'est quand même le risque d'annulation de l'élection. Le risque de l'annulation de l'élection, il est fondé notamment sur le faible écart de voix qu'il peut y avoir entre les candidats. Le Conseil d'État, en 2020, avait relevé 4 800 recours, donc ce qui est quand même assez conséquent. C'est assez important. On peut dire qu'on va sûrement avoir le même nombre là en 2026, donc il faut évidemment être vigilant. Et puis, on ne peut pas savoir à l'avance si, évidemment, il y aura un faible écart de voix. D'où l'importance de cette communication neutre, parce que si vous avez une communication qui peut avoir eu une influence sur le scrutin, c'est susceptible d'altérer justement la sincérité du scrutin et donc d'annuler l'élection. On va terminer là-dessus. Merci Karine Goulet-Nissen. Je rappelle que vous êtes avocate, fondatrice de Ban Public. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.